Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble des idées assez complexes sur la richesse et l'abondance pour essayer d'en extraire les principes vraiment essentiels. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on ne va pas commencer avec de la théorie pure et dure. Non, on va plutôt partir d'une histoire, une vieille parabole qui nous parle de deux déesses qui habiteraient, en quelque sorte, dans le cœur de chacun. Et cette histoire, elle est vraiment au cœur de la philosophie qu'on explore. Elle raconte la quête d'un jeune homme qui, il veut connaître le secret de l'abondance. Et pour ça, il va voir son maître spirituel. Et là, le maître lui révèle le secret. Et ce secret, il est assez contre-intuitif. Il lui dit « Ne cours pas après la richesse. Non. Poursuis plutôt Sarasvati, la déesse de la connaissance. Fais-le avec une dévotion absolue. » Et c'est là vraiment que tout le mécanisme se met en place. Parce qu'en fait, cette quête de savoir rend l'autre déesse, Lakshmi, celle de la richesse, complètement jalouse. Tellement jalouse qu'elle se met à suivre celui qui poursuit la connaissance, peu importe où il va. Et du coup, la fortune est assurée. C'est une image très forte sur la cause et la conséquence. Donc on voit bien que cette parabole, ce n'est pas juste une jolie histoire. Non, c'est bien plus que ça. C'est une métaphore d'un principe vraiment fondamental sur la nature même de la réalité. L'idée ici, c'est que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on a sur son compte en banque. C'est un état de conscience bien particulier, un état d'esprit où les besoins sont comblés presque sans effort, où les désirs se réalisent spontanément. Franchement, ça change complètement la donne. Ok, mais la question c'est comment un simple état d'esprit peut-il influencer la réalité matérielle? Ça paraît un peu fou dit comme ça. Eh bien, pour l'expliquer, la source va chercher une idée du côté de la physique quantique, une idée qui vient bousculer pas mal de choses sur notre perception du monde. Et l'affirmation est assez dingue. La matière première du monde, ce qui compose tout ce qui nous entoure, ce serait immatériel. Oui, c'est un paradoxe. L'essence de l'univers serait une non-substance. C'est une idée qui, c'est sûr, peut laisser perplexe au début. Regardez, pour que ce soit plus clair, prenez de l'or et du plomb. Au niveau le plus fondamental, de quoi sont-ils faits? De protons, d'électrons, de quarks. La substance de base, c'est la même. Des impulsions d'énergie et d'information. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? C'est juste l'arrangement et la quantité de ces impulsions. Pas la matière en elle-même, mais son organisation. Et c'est là que ça devient fascinant. Si l'univers entier est fait de cette matière première, énergie et information, et si nos pensées sont, elles ont aussi des impulsions d'énergie et d'information, alors la conclusion est énorme. La conscience elle-même participe à la création. Elle n'est pas juste spectatrice, elle est actrice. Bon, tout ça c'est la grande théorie. Mais concrètement, comment ça se traduit dans notre état d'esprit au quotidien? Pour ça, on va piocher quelques principes dans ce qui est appelé l'abécédaire de l'abondance. Alors, on a par exemple G pour gratitude, une force qui attire plus de ce pourquoi on est reconnaissant. B pour but ou dharma, qui donne accès à ce champ des possibles. J pour jugement, arrêter de juger pour trouver le silence intérieur, là où la création opère. Et S pour service, avec cette question centrale, comment puis-je aider? Attention, ce ne sont pas des règles strictes, c'est plus des attitudes, des états d'être dont il faut prendre conscience. Et c'est cette prise de conscience qui peut, d'elle-même, commencer à tout changer. Et tout ça nous amène au cœur du réacteur, si on peut dire, au mécanisme ultime qui est décrit pour vraiment utiliser ce pouvoir créateur de la conscience. L'idée, ce n'est pas de penser très fort à ce qu'on veut, c'est même tout le contraire. Il s'agit de trouver la source de la création, et elle se trouverait dans cet espace silencieux, entre nos pensées. C'est là, dans ce vide apparent, que tout prendrait naissance. Et il y a un processus en 4 temps qui est proposé. D'abord, se glisser dans cet espace entre les pensées. Ensuite, y déposer une intention claire, sans forcer. 3e étape, et c'est peut-être la plus dure, se détacher complètement du résultat. Et enfin, 4e étape, ne rien faire. Laisser l'univers s'occuper des détails. On voit bien que la clé ici, c'est le lâcher-prise, pas le contrôle. Ce processus, ce passage vers le champ des possibles, ça porte un nom, la transcendance. Et bien sûr, pour y arriver, il y a des outils, des pratiques. La méditation, par exemple, est présentée comme une voie royale pour expérimenter cet état directement, par soi-même. Et pour finir, cette magnifique citation de Rumi qui résume tout. Au-delà des idées de bien et de mal, il y a un champ. Je vous y retrouverai. Ce champ, c'est précisément cet espace dont on parle, un état de conscience au-delà des jugements, des conflits de notre mental. C'est là que résiderait la véritable abondance, la créativité à l'état pur, un espace de potentialité infini.